Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Tap Groove TV Show, c'est encore une fois sur Canal Bleu, la chaîne 38, la télé que vous voulez. Ça passe tous les soirs à compter de 9h du soir et puis reprise faite dans la matinée. Nous sommes aussi sur la Radio Solidarité, la 107.3 FM stéréo et aussi sur les www.radiosolidaritehaiti.net et les www.radio.ht. Le Tap Groove Radio Show sur la solidarité et le Tap Groove TV Show sur Canal Bleu, la télé que vous voulez, chaîne 38. Gros paquet de paramètres dans le carnaval là que nous, un peu le monde n'a pas jamais exploré. Par exemple, nous avons les compagnies de son, les compagnies de sonorisation, bien sûr, qui sont des acteurs clés pour le carnaval parce qu'il faut que Jazzio gagne un peu l'équipement pour sonner parce que y a une compétition rude. En moins, une compétition acharnée entre formations musicales. Il y a aussi les compagnies de lumière, parce que faut que ça aille belle. Et d'autres acteurs pour la période carnavalesque, c'est les petits marchands. C'est le ça, il y a beaucoup plus de clients et ils vendent en pile. Les marchands ambulants, les marchands qui sont immobiles dans l'air du Champ de Mars, quel que soit à côté carnaval la fête là, c'est sûr que ils ont gagné un peu de possibilités pour monter le chiffre d'affaires, même si c'est pistache à vendre. Mais un acteur qui est clé aussi pour le carnaval, pendant la période carnavalesque, ce sont les docteurs et je peux dire les docteurs qui s'occupent des oreilles et aussi des yeux. Nous avons invité ces gens-là à venir nous parler peut-être du danger que représentent les décibels et toute lumière, ça va flasher un petit peu partout, à droite, à gauche. Allons recevoir le docteur, allons voir comment il a entré dans le show. Voilà, nous avions reçu pour vous autres le docteur Chaperon, le docteur François et le docteur Louis. Ce sont des docteurs qui officient à OptiSoin et elles vont nous parler de ce qui a rapport avec les décibels et puis la luminosité, comment la lumière peut être un danger, par exemple, extrêmement important pour les yeux. Et puis, c'est quel service offre OptiSoin? Au fait, nous sommes des médecins de la clinique OptiSoin. Au fait, OptiSoin, c'est une clinique qui a deux volets et nous avons deux services différents, c'est-à-dire nous avons la clinique d'ophtalmologie qui s'occupe des yeux et nous avons également la clinique d'otorhinolaryngologie qui s'occupe des oreilles, d'hématologie, du nez, de la peau. Je me présente, je suis le docteur Faga Armandou, je suis otorhinolaryngologue. Donc, nous avons ouvert la section ORL de la clinique OptiSoin il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, là, je suis avec vous et je tiens à communiquer à la population, à parler surtout sur un sujet qui est très sensible, mais qui est vraiment ignoré de la plupart des gens. Donc, je vous remercie déjà de cette opportunité. Je suis le docteur Chaperon Marie-Duman, médecin ophtalmologue à la clinique OptiSoin. Docteur Louis, c'est quoi un traumatisme sonore? Donc, nous allons parler des traumatismes sonores. Donc, quand on voit traumatisme, on voit agression. Et quand on voit son, on voit les oreilles. Donc, ça veut dire que le traumatisme sonore, c'est comme des agressions du son sur l'oreille. Et il faut dire que normalement, je dois faire un bref rappel pour vous, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais dire. Donc, normalement, tout le monde a deux oreilles. Les oreilles sont des structures placées de chaque côté de la tête. Okay? Donc, il y a trois parties dans les oreilles. Et chacune de ces parties a un rôle particulier. Donc, il y a la partie externe que tout le monde voit, okay, qui est l'oreille externe du pavillon, qui transporte les sons, qui collecte les sons du dehors, qui va les amener au niveau de la deuxième partie, qui est l'oreille moyenne, sous forme de vibration.
Maintenant, une fois au niveau de l'oreille moyenne, ces vibrations-là vont se transmettre à l'oreille interne, ok, sous forme d'énergie. Et cette énergie-là va être transmise par les flux nerveux au cerveau pour être interprétée. Donc maintenant là, la partie qui nous intéresse pour l'émission, c'est surtout l'oreille interne. Okay? Parce que c'est là qu'on a un organe très important qui s'appelle la cochlée, et c'est cet organe-là qui est responsable de la gestion des sons. Donc c'est cet organe-là aussi qui sera affecté lors de l'agression par les très sensible. Donc là maintenant, pour cette période-là, la période carnavalesque, il y a des tas de... Il y a un nom, alors il y a beaucoup de décibels qui seront propagés. Et comme je disais tout tantôt, il n'y a pas... Dans certains pays, pour ces genres d'activités, il y a des lois qui régissent le nombre de décibels qui doivent être propagés. Mais nous autres, nous n'avons pas cette législation, nous n'avons pas de loi qui dit, ok, voilà tant de décibels qui doivent être propagés. Donc, normalement, peut-être, on ne sait pas. Donc, maintenant, ça c'est ça. Ça c'est le traumatisme sonore, comme j'ai dit, c'est l'agression des sons qui arrivent au niveau de l'oreille. Alors, l'agression de l'oreille par les sons. Alors, raconte-nous comment le son peut arriver à agresser l'oreille. Normalement, l'oreille a ses mécanismes de défense, parce que tout le monde peut me dire, ok, on entend des sons, tout le monde, on a déjà été au carnaval, on n'a jamais été agressé par le son. Donc ça veut dire que je voudrais d'abord dire que l'oreille a ses mécanismes de défense, déjà. Donc, normalement, lorsque le son arrive à l'oreille, il y a un muscle au niveau de l'oreille qui se contracte pour limiter la propagation, alors pour limiter l'amplification des ondes sonores à l'intérieur de l'oreille, c'est surtout au niveau de l'oreille moyenne. Maintenant, lorsque les ondes sonores arrivent au niveau de l'oreille, ce muscle-là va se contracter. Mais après un certain temps, comme tous les muscles du corps, ce muscle-là va se fatiguer et ce muscle-là se relâche. Donc l'amplification des ondes ne sont pas faites et les ondes arrivent avec beaucoup de force au niveau de l'oreille qui va atteindre exactement la cochlée. Donc c'est à partir de là que le mécanisme de destruction au niveau de l'oreille interne commence. Dans ce cas, cher docteur, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a un nombre de décibels acceptable à l'oreille? Normalement, pour ce processus, par exemple, si normalement le nombre de décibels normal acceptable, c'est jusqu'à 60 à 70. Par exemple, pour une élévation de 10 décibels, par exemple, nous avons normalement un son, la conversation qu'on a là déjà, je peux dire qu'on est à 60-65 décibels. Le ton de ma voix là maintenant. Alors, avec quelques nuances, mais je te dis ça en gros, c'est à 60-70 décibels. Notre conversation. Maintenant, si on augmente le ton, si j'augmente mon ton de 10 décibels, je parle un petit peu plus fort, par exemple, je parle comme ça. Là déjà, vous voyez déjà entre vous, vous voyez que là, il y a une différence. Donc maintenant, cette interprétation de 10 décibels pour l'oreille, l'oreille va transmettre seulement, quand ce muscle-là se contracte, c'est 3 décibels seulement qui passent. Donc on aura juste une augmentation de 63 décibels au niveau du cerveau. Ok, donc là, c'est comme ça que le son se régit. Donc maintenant là, une fois que le son arrive, un son de plus de 60 décibels, 70 décibels arrive, donc le muscle va se contracter, mais après un certain temps, le muscle se relâche. Par exemple, pour une augmentation pour un son de 100 décibels, le muscle se relâche après 15 minutes. Pour une augmentation de 110 décibels après une dizaine de minutes et 120 décibels après 7 secondes, le muscle va se relâcher. Docteur François, dites-nous, est-ce dangereux pour les yeux, toutes ces lumières, tous ces rayons laser qui se propagent dans l'air du Champ de Mars durant la période carnavalesque? Alors, il ne faut pas oublier que moi je suis fan du carnaval, je dois le dire. Ok, nous avons une première partie qui est le défilé normalement qui se fait dans l'après-midi où on a également l'exposition au soleil qui est encore là. Donc il est recommandé, vivement recommandé que tout le monde porte ses lunettes solaires avec une protection contre les rayons ultraviolets. Okay? Parce que l'exposition prolongée au soleil, ça aura un impact sur la cornée, sur le cristallin et même sur la rétine. Et c'est sur la rétine où ça devient très dangereux. Ok, je comprends. Et votre élément de réponse me pousse à vous poser cette question. Que faites-vous, par exemple, de ces gens qui se promènent dans les rues à 10h du matin, midi, 2h, là où le soleil bat son plein et qui travaillent dur, qui sont exposés au soleil chaque jour? Que faites-vous de ces gens et qui ne portent pas de verre? Eh bien, c'est ça. Ces gens-là, ils sont exposés au soleil. Ils ont des dommages, allons dire, de façon chronique, parce que ce n'est pas quelque chose d'aigu. Ils sont habitués à le faire. Mais vous allez voir, par exemple,
un cultivateur, par exemple, qui est exposé très souvent au soleil, ou bien, allons dire, une marchande qui est en pleine rue et qui est très souvent exposée au soleil, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va développer, allons dire, plus rapidement une cataracte. Parce que le cristallin est beaucoup plus exposé au soleil. Bon, allons dire que normalement, ça devrait être dans la soixantaine, 70 ans. Ça peut arriver plus rapidement dans 55 ans à peu près. 60 ans, c'est-à-dire que c'est à un stade beaucoup plus avancé que quelqu'un d'autre qui aurait le même âge. Ce n'est pas très souvent, nous portons des lunettes de soleil en guise de fantaisie, ce n'est pas une fantaisie, c'est pour protéger les yeux. C'est pour protéger les yeux. Lorsqu'on va en randonnée, que ce soit au carnaval, que ce soit à la montagne, et c'est valable pour les enfants aussi. Parce qu'on a tendance à voir que les grandes personnes, ils portent des lunettes solaires pour se protéger les yeux, mais ils ne pensent pas le faire pour les enfants. C'est très important pour les enfants également. Oui, ça c'est pendant la journée, là où le soleil bat son plein. Mais et le soir, quand il n'y a que des lumières, est-ce que c'est dangereux pour les yeux aussi? Alors, là, les lumières, je ne vais pas dire ça. Le premier effet que ça pourrait avoir, ce serait pratiquement de fatiguer les yeux. Okay? Mais c'est pas, ça rentre toujours dans le spectre de lumière visible, c'est-à-dire qui en réalité serait moins dangereux pour l'œil. Okay? Les lumières invisibles sont encore plus dangereuses, alors on va parler des rayons ultraviolets qui sont invisibles et qui sont plus dangereux. Donc ça va fatiguer les yeux, ça c'est sûr. Mais maintenant, quand le plus grand danger, c'est surtout les chocs physiques que l'on peut rencontrer au cours du carnaval et qui peuvent atteindre les yeux. Docteur, qu'est-ce qui fait par exemple qu'on reçoit un coup et que quelque chose coule dans les yeux, qui n'est pas forcément des larmes? Les yeux coulent de l'eau, ce qu'on appelle les larmes. Donc c'est les larmes. Pour commencer, on doit définir ce qu'est un traumatisme oculaire. Un traumatisme oculaire, c'est une atteinte de l'œil suite à un choc ou bien l'impact qu'un choc peut avoir au niveau de l'œil. Ok? Ça peut être soit des chocs physiques qui sont directs, par exemple un coup de poing, une personne, un coup de coude, les coups d'ongle, par exemple. Et il y a aussi des jeux qu'on faisait avant le carnaval, dans le défilé. On peut avoir les jeux avec des fouets, et avec les cordes aussi. Ça peut entraîner et choquer et entraîner un choc direct au niveau des yeux. Et qu'est-ce que c'est que des sécrétions des yeux? Qu'est-ce que c'est? Bon, ce que vulgairement, allons dire que les gens appellent la scie, okay, ce sont des sécrétions. Oui, micropurulentes. Ce sont des sécrétions, on peut dire qu'elles sont également, exactement, elles sont plus épaisses, mais c'est encore liquide. Docteur Louis, quels sont les symptômes d'un traumatisme sonore? Qu'est-ce qu'on ressent? Là maintenant, comme je disais tout à l'heure, j'avais omis de dire que normalement, à partir de 90 décibels, on classe ces sons-là comme des sons très nocifs et dangereux pour l'oreille. Maintenant, pour le carnaval, on a des sons au-delà de 140 décibels. Et à partir de 120 décibels, on dit que c'est des sons qui entraînent une souffrance auditive. Donc là maintenant, à partir de 100 décibels, 110 décibels, on peut commencer à avoir des symptômes qui disent, ok, là maintenant l'oreille souffre, là l'oreille est affectée. Okay. Déjà, nous avons comme le signe le plus courant qu'on rencontre, c'est ce qu'on appelle dans le langage médical acouphène. L'acouphène, c'est des sifflements, c'est comme un bourdonnement qu'on a au niveau de l'oreille. La personne peut avoir aussi des douleurs à l'oreille. Subitement, la personne a des douleurs à l'oreille. Et l'autre symptôme qui est aussi très fréquent, c'est la baisse de l'audition. D'un moment, la personne sent qu'il a comme un corps étrange à l'oreille. C'est comme on a un morceau de coton à l'oreille. La personne entend bas. Et il faut crier pour que cette personne puisse entendre. La personne peut présenter aussi des vertiges, la tête tourne, des douleurs à la tête. Et comme autre symptôme que la personne peut présenter encore, c'est une sorte d'exagération des sons normaux. Par exemple, la personne, je parle normalement à la personne et la personne sent que je crie, la personne entend un bourrara. Donc là, on parle d'hyperacousme. Et comment prévenir le traumatisme sonore? Ok. Donc là maintenant, bon, moi je ne vais pas dire de ne pas aller au carnaval, mais sauf qu'il y a des moyens de prévention, il y a des choses à faire pour limiter les dégâts. D'abord, la première chose, c'est qu'une fois qu'on a les symptômes, on sent qu'on ne se sent pas bien, d'un seul coup, on entend un bruit à l'oreille, ou bien on a des douleurs de trait, ou bien d'un seul coup, on entend moins bien. Donc il faut rapidement se mettre à l'abri. Alors se déplacer, la personne doit rapidement se mettre à l'abri
Alors, disons mieux, la la personne source sonore. de la source sonore. La personne doit se retirer, voilà le mot, se retirer de la zone bruyante. Ok? La première chose. Deuxièmement, ce que la personne peut faire encore, c'est c'est limiter le temps d'exposition. Ça veut dire que la personne, par exemple, une personne qui est sur un char où il y a beaucoup de décibels qui se propagent, donc il faut de temps en temps prendre des pauses, se retirer dans un endroit un petit peu plus calme de temps en temps. Donc diminuer le temps d'exposition de l'oreille. Et autre chose qu'on peut faire encore qui est très importante, ça rentre aussi dans la prévention, c'est porter des casques. Des casques qui vont limiter la propagation des ondes sonores et porter aussi des bouchons d'oreille. Pendant le temps d'exposition, porter des casques pendant tout le temps d'exposition, des casques protecteurs d'oreille et aussi porter des bouchons d'oreille pendant le temps. Les gens qui sont sur les chars, est-ce qu'ils sont exposés malgré le fait que les speakers ne soient pas fixés sur eux? Ils sont exposés parce qu'ils sont tout près des organes et alors des appareils qui propagent le son. Même quand le fixeur est à côté, par exemple, le speaker est à côté de moi et de là où vous êtes, vous entendez le son. Donc la personne qui est plus près du speaker reçoit beaucoup plus d'ondes que vous. Okay? Parce qu'il y a quand même la distance. Le son, il y a aussi tout ça rentre en ligne de compte. Le son, la distance du son, par exemple, si je suis sur une montagne, je parle et la personne qui est plus près doit entendre beaucoup mieux le son par rapport à une personne qui est à distance. Okay? Donc ces gens-là sont encore plus à risque, les gens qui sont sur le champ, sur les stands, ils sont encore plus à risque que les gens. C'est pour ça que je demande pour ces gens-là qui sont sur les champs ou bien sur les stands de prendre des périodes de pause, d'aller dans un endroit plus calme de temps à autre pour limiter le temps d'exposition. Parce que là justement on va avoir plusieurs impacts. Il y a les bruits continus, parce que ces bruits continus là, on reste pendant le temps d'exposition, on aura des dommages irréversibles. Alors, demandez-vous par exemple aux acteurs de vider les lieux ou bien aux musiciens de descendre du char et d'aller se réfugier ailleurs. Je ne sais pas, est-ce que c'est ce que vous demandez? Je ne demande pas de se retirer momentanément, mais franchement, il faut normalement, parce que là, moi je ne suis pas très habituée au carnaval, je ne participe pas généralement aux activités carnavalistes. Je suis habituée au carnaval, mais je suis le carnaval, je regarde, je suis au courant de tout cet espace. Cependant, je pense que là maintenant, il faut normalement, on n'a pas, comme je disais, qu'on n'a pas des lois qui régissent la quantité de décibels qui doit être propagée. Il faut vraiment que... Alors c'est vraiment un grand débat. Je ne peux pas décider de dire de descendre du char, d'aller faire, c'est un débat, mais il faut que les gens soient au courant qu'il faut vraiment limiter le temps d'exposition. Ou alors, est-ce que ce serait possible qu'ils portent alors des bouchons? Des bouchons d'oreille, les gens peuvent porter, comme on a dit, porter des bouchons d'oreille, ou bien porter des casques protecteurs. Parce que du moment qu'on est on est exposé, une fois qu'on a des casques protecteurs, on a des bouchons d'oreille, déjà le son trouve un obstacle et la propagation du son au niveau de l'oreille, déjà c'est dramatique. À part les décibels inadéquats, par exemple, qui sont un danger pour l'oreille, est-ce que les applicateurs sont aussi un danger pour l'oreille? Oui, les applicateurs représentent un danger et un danger assez fréquent courant qui arrive vraiment. Donc la première chose qu'on peut avoir dans l'applicateur, c'est la perforation tympanique. Ok? C'est que la perforation tympanique, c'est qu'on arrive à perforer le tympan. Donc dans un geste brusque, par exemple, quelqu'un signe dans l'oreille et quelqu'un passe d'un geste brusque, la personne arrive dans un mouvement brusque perforer le tympan. Et ça peut provoquer beaucoup de problèmes. Ça peut donner des infections à répétition, des infections qui ne s'arrêtent pas, et aussi le fameux cholestéatome qui est un tumeur de l'oreille. Okay? Ensuite, ce qu'il y a, c'est mis à part les infections, l'applicateur provoque une autre chose, c'est les bouchons de cérumen. Okay? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas se nettoyer les oreilles avec les applicateurs, parce que l'oreille se nettoie toute seule. Les sécrétions qu'il y a au niveau de l'oreille, cette sécrétion-là jaunâtre qu'il y a, c'est une substance qui est riche en acide qui est là pour lubrifier l'oreille et pour protéger les oreilles par exemple, des virus, des bactéries, de tout ce qui rentre. Okay? Maintenant, lorsque vous vous amusez à enlever cette sécrétion avec l'applicateur, déjà vous rendez l'oreille plus vulnérable aux infections. Et autre chose, lorsque l'oreille ne se nettoie pas vraiment, parce que ces sécrétions-là vont se replier au fond de l'oreille et va former ce qu'on appelle le bouchon de cérumen. Et bientôt la personne va se présenter avec des douleurs à l'oreille et une baisse de l'audition. Donc il faut vraiment, je suis très contente de cette approche-là, il faut vraiment éviter l'utilisation des applicateurs. Docteur François, lorsqu'une personne perd la vue, est-ce que automatiquement elle perd l'équilibre de son corps? Et c'est peut-être pour ça que nous avons notre slogan à la clinique. C'est mieux voir pour mieux vivre.
Parce que très souvent, on a tendance à passer ce message, la vue, c'est la vie, la vue, c'est la vie. Ceux qui ne voient pas, ils ne vivent pas. Oui, ils vivent. Oui, ils vivent. Donc, on voit mieux, on voit et on voit mieux pour mieux vivre. Donc, quelqu'un qui ne voit pas, c'est sûr, aura beaucoup plus de difficultés à s'adapter à son environnement, mais c'est quelqu'un qui va continuer à vivre normalement. Donc, et qui doit bénéficier d'une réadaptation, une rééducation pour pouvoir vaquer à ses occupations normalement. Docteur Chaperon, comment rééduquer ou du moins rééquilibrer une personne qui a perdu la vue? Une personne qui n'a pas la vue, qui a perdu la vie n'est pas finie, comme on a dit. Il y a en Haïti une société qui est responsable de la réadaptation de ces personnes-là pour leur faciliter la vie, soit chez soi, ou bien chez eux, ou bien vaquer à leur occupation à l'extérieur. C'est l'association haïtienne d'aide aux aveugles qui se trouve à Delma 31. C'est cette association-là qui est responsable de ça. Nous, à la clinique d'ophtalmologie, on travaille de collaboration avec les responsables de l'achat de cette association-là pour faire des séances d'éducation et sur la réhabilitation avec ces patients-là. Même question au docteur Louis. Est-ce qu'on perd l'équilibre de son corps dès qu'on devient sourd? On va pas perdre. Comme je dis, il y a pas. Lorsqu'on perd l'audition, en général, c'est définitif parce que ces cellules-là ne se régénèrent pas une fois qu'on perd l'audition. Mais il y a des. Non, les cellules de la cochlée ne se régénèrent pas. Une fois que c'est détruit, c'est définitif. C'est pour ça qu'on dit normalement, lorsqu'on a un traumatisme sonore, c'est une urgence médicale. Parce que prise en charge dans les premières 24 heures, les chances de récupération sont bonnes. Au-delà d'un certain délai, il n'y a pas de traitement vraiment pour récupérer le traumatisme sonore. Donc, mais quand même, une personne atteinte d'un traumatisme sonore qui perd son audition, il y a vraiment des moyens d'améliorer la qualité de vie de cette personne-là. Docteur François, est-ce qu'on peut recouvrer la vue après avoir été aveugle? Oui. Alors, ça, on va rentrer dans le cadre de cécité réversible. Okay? Oui, dans le cadre de cécité réversible. Il y a certaines pathologies où, avec une intervention chirurgicale, la personne peut recouvrir la vue. Okay. Allons dire un patient qui a une cataracte. La cataracte peut être assez avancée au point où la personne n'arrive pas à voir du tout. Quelqu'un peut avoir un petit problème au niveau de la cornée également et nécessite une intervention et après l'intervention on lui fait une greffe de cornée et la personne recommence à voir comme auparavant. Donc il y a certains cas où oui, la cécité peut être réversible. Docteur Louis, est-ce qu'il faut contacter un organisme étatique, par exemple le ministère de la Santé publique, pour forcer les gens à réduire le nombre de décibels pendant la période carnavalesque? Déjà, je pense que normalement, oui. D'abord, c'est avec le ministère D'abord, le ministère de la Santé publique doit prendre une position par rapport à cela. Et aussi, avec le comité du carnaval aussi, il faut que les gens s'asseyent et trouvent un consensus pour savoir voilà, à quel niveau qu'on va arrêter pour la propagation des sons. Okay? Quelqu'un, c'est le décibel qui doit être propagé pendant le carnaval. Je pense qu'il faut quand même une loi qui régisse tout ça. Et parce que déjà là, ça c'est. On parle tout le temps de l'hypertension, on parle du diabète, mais aussi il y a des choses qui peuvent être. Le traumatisme sonore est responsable d'un grand nombre de cas de surdité dans la population. Je rencontre souvent, surtout après le carnaval, il y a plein de jeunes qui viennent avec une perte d'audition suite au carnaval. Donc là, franchement, je pense que vraiment, si on a ce genre d'activité-là, ça devient un problème de santé publique. Donc je pense que les autorités doivent vraiment prendre une position par rapport à ça. Est-ce qu'on peut récupérer d'une surdité? Déjà, je pense que normalement, oui. D'abord, c'est avec le ministère D'abord, le ministère de la Santé publique doit prendre une position par rapport à cela. Et aussi, avec le comité du carnaval aussi, il faut que les gens s'asseyent et trouvent un consensus pour savoir voilà, à quel niveau qu'on va arrêter pour la propagation des sons. Okay? Quelqu'un, c'est le décibel qui doit être propagé pendant le carnaval. Je pense qu'il faut quand même une loi qui régisse tout ça. Et parce que déjà là, ça c'est. On parle tout le temps de l'hypertension, on parle du diabète, mais aussi il y a des choses qui peuvent être. Le traumatisme sonore est responsable d'un grand nombre de cas de surdité dans la population. Je rencontre souvent, surtout après le carnaval, il y a plein de jeunes qui viennent avec une perte d'audition suite au carnaval. Donc là, franchement, je pense que vraiment, si on a ce genre d'activité-là, ça devient un problème de santé publique. Donc je pense que les autorités doivent vraiment prendre une position par rapport à ça. Par exemple, suite à une exposition à un bruit très intense, très fort,
D'abord, la première chose, c'est que dans les premières 24 heures, si la personne a été prise en charge, il y a de bonnes chances de récupération. Après 3 jours, les chances sont moindres, mais quand même, il y a quand même des possibilités de récupération. Mais au-delà de 3 semaines, alors là, oui, justement, la question était, vous poser la question de trop précoce. Là, maintenant, je dois te dire que ça va dépendre du bruit. Il y a différents types de bruits. Il y a les bruits impulsifs, par exemple, une détonation par une arme à feu, un coup de tonnerre. Voici les bruits, c'est un seul, le bruit est unique et l'intensité est très élevée. Dans ce type de bruit-là, le pronostic est alors le pronostic est bon. Donc, on peut avoir une amélioration de l'audition quand on prend en charge rapidement. Mais il y a aussi les bruits continus. C'est justement, il y a un processus d'adaptation qui se fait et les cellules ont été exposées pendant plus longtemps et la destruction vraiment a été inévitable. Donc c'est dans ce cas-là vraiment qu'on a une surdité qui est pratiquement irréversible. Voilà, ça a été une interview fantastique, j'ai adoré. Et vous savez pertinemment maintenant que les docteurs font partie intégrante, ce sont des acteurs pendant le carnaval parce que il y a des bagailles que nous pratiquement ignoré. Le gros du peuple ignorait toute bagaille, toute prévention ça que on prend, non seulement vis-à-vis des lumières, mais aussi le côté sonore, les décibels, je vous jure. Au cap perdu l'audition, au cap perdu la vue avec lumière, au cap perdu l'audition avec un son qui trop vient dans les oreilles. Et j'espère que les réponses ont été claires, précises et que nous t'ai adoré chose ça. Merci et puis je remercie aussi les docteurs de OptiSoin et allez prendre soin de vos yeux et de vos oreilles dans cette institution. Merci et à bientôt.